longtemps, je crois, j'ai plutôt souffert de mon histoire. La thérapie m'a appris à puiser dedans aussi ce qu'il y avait de bien. Il y a des choses, alors ça c'est toute la discussion philosophique sur l'inné et l'acquis, le destin et la destinée. Qu'est-ce qui est écrit? Alors moi je suis de culture musulmane et donc chez nous Mektoub c'est écrit, c'est comme ça. Dans quelle mesure peut-on changer ça? Je peux me dire aussi que tout ce que j'ai vécu, ce que je ne voulais pas et à quoi j'ai obéi, et ce que j'ai voulu ensuite et à quoi peut-être je continue d'obéir, voilà, la seule différence c'est qu'aujourd'hui ça me convient. Maintenant, est-ce que effectivement c'est le poids de mon histoire qui me fait faire ça? Oui, tout ce que j'ai voulu réparer a fait de moi une thérapeute. Je suppose que c'est le cas de la majorité des thérapeutes. Ils en sont conscients ou pas, ils le reconnaissent ou pas, mais oui, bien sûr, nous voulons guérir notre famille. Vamos con uno de los núcleos de tu doctrina, Alejandro. Tú siempre te has negado a predecir el futuro y de hecho no utilizas el tarot en absoluto para eso, para adivinar el futuro. Y dices que cuando tú te imaginas el futuro, lo modificas o lo creas. Y ahí entra el problema del libre albedrío, el problema de la programación. Sí. Mucha gente tiene un guión de vida inconsciente y a eso se deben sus problemas, ¿no? Es decir, nos programamos imitando familiares, imitando cosas así. Nos programamos muchas cosas. Yo soy una vidente y te digo, querido amigo Dragó, ten cuidado porque mañana te vas a quebrar una pierna. Si tú me crees un poquito, te la quiebras y yo tengo un cliente. L'expression que j'aime bien, c'est projecteur de conscience. Finalement, nous avons un écran blanc et dessus, nous projetons des choses. Plus nous sommes conscients de ce que nous projetons, plus nous avons de liberté, un peu plus de liberté. Alors, le fait que, avant j'étais comptable, que c'était un peu difficile pour moi d'être comptable, mais comme un certain nombre de personnes qui travaillent pour avoir un travail alimentaire. Quand je me suis lancée dans la compta, voilà, j'étais étudiante, il fallait que je fasse des études courtes parce que je voulais partir de chez moi. Donc j'ai choisi la compta comme j'aurais choisi je ne sais pas quoi d'autre. Alors j'avais choisi autre chose qui était assistante sociale. Et les examens tombaient en même temps. Et donc j'ai passé une première partie du concours d'assistante sociale, qui était un concours, donc c'était pour continuer des études. Et finalement, j'ai passé mon diplôme de comptable et donc j'ai laissé tomber assistante sociale. Ce qui aurait été plus quelque chose qui me ressemblait ou qui me convenait que de la comptabilité. Mais dans la comptabilité, j'ai obéi à l'histoire. Donc c'était peut-être pas possible que je fasse autre chose, faute de conscience. J'en suis venue à la thérapie parce qu'à l'époque, je travaillais dans un service où je voyais beaucoup de monde. Et que énormément de gens qui venaient dans mon bureau disaient qu'ils allaient chez le psy. Alors 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Et j'ai fini par me demander qu'est-ce qu'ils allaient faire chez le psy, qu'est-ce qui se passait chez le psy. C'était quelque chose que j'ignorais. Et du coup, j'en ai une des personnes qui est venue me dire ça 1 fois de plus. Je lui ai demandé si elle me donnerait les coordonnées de sa psy. Elle m'a dit oui. Et donc j'ai appelé cette dame, j'ai pris rendez-vous, je suis allée la voir. Et quand je suis arrivée dans son bureau, après le bonjour, elle m'a demandé pourquoi je venais. Et là, j'ai eu un blanc, 30 secondes, où il fallait que je trouve une réponse parce que je pouvais difficilement lui dire que je venais par curiosité. Ça la foutait un peu mal. Et donc je lui ai dit, ma façon de me relationner avec les gens, c'est peut-être pas tout à fait... Elle m'a dit que c'était un bon sujet de travail. Donc j'ai commencé comme ça, c'était un face-à-face verbal. J'y allais 1 fois par semaine, ça durait, je ne sais plus si c'était 1 demi-heure ou 3/4 d'heure. Et je lui racontais ma semaine, je lui racontais je ne sais pas trop quoi, il y a des fois où j'avais rien à raconter. Je m'ennuyais ferme, assise sur la chaise en espérant avoir quelque chose à lui dire. Et puis au bout d'1 dizaine de séances, j'ai fini par lui demander si ça servait à quelque chose que je vienne la voir ou pas.
Et elle a été très honnête, elle m'a dit soit c'est pas la bonne méthode, soit vous n'avez pas vraiment envie de changer. Ce que je ressens en ce moment, c'est que je suis perdue. J'ai l'impression de ne pas avoir de repères. J'ai du mal à me décider sur les choses. Je ne sais plus ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'il faut que je m'incarne, que je suis pas assez incarnée. Moi, je suis incapable de faire des choix et j'ai toujours peur de perdre quelque chose. Ah. Choisissez un paquet. Et alors, quelle est la question? Alors pourquoi si je me réfère à pourquoi je ne fais pas un choix, je suis auteur des réponses. Je ne sais pas, vous posez la question que vous voulez, celle qui vous est utile. Pour moi, le démarrage important, c'est quelle est la demande de la personne. Et donc il y a toute cette part où le plus souvent la personne exprime son problème. Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant? Plein de choses. Vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non. Non. Vous avez un travail Oui. que vous aimez? Oui. Bon, il y a eu des meilleurs moments, mais en ce moment, ça va. Ouais. Et j'insiste également sur quelle serait la solution. Imaginez si j'étais une fée et d'un coup de baguette, je réaliserais votre vœu. Votre vœu, ça serait quoi? Eh ben justement, je ne sais pas répondre. Et assez souvent, c'est très facile de retomber sur tout ce qu'on ne veut pas. Quand nous continuons de parler de ce que nous ne voulons pas, nous continuons de parler du problème. Et donc c'est important, dans un premier temps, de commencer à laisser un espace à la solution. Au niveau travail, c'est clair. Alors c'est quoi qui n'est pas clair? C'est plus dans ma vie personnelle. Les orientations de ma vie personnelle. Et les orientations, les différentes orientations que vous ne pouvez pas choisir, ce serait quoi? Déjà, je suis seule, c'est pas un choix. Assez souvent, les gens me disent « je voudrais me sentir mieux ». Oui, mais qu'est-ce qui vous permettra de vous sentir mieux? Et une chose qui pour moi est importante, c'est l'aspect concret. Si une femme vient en disant je veux faire un enfant, et bien faire un enfant, je sais ce que c'est. Et une fois qu'elle est enceinte, je peux lui dire au revoir madame. Le bien-être, le bonheur, l'harmonie, oui, grosso modo, j'ai bien une idée de ce que c'est. Est-ce que mon idée, c'est celle de la personne? Est-ce que ça serait la tienne? Est-ce que ça serait celle de ma voisine? Eh bien, il y a des chances qu'elles soient assez différentes. Et donc, il y a vraiment cet espace sur le résultat concret que ça aura. Qu'est-ce qui fait que la personne se sent mal maintenant? Qu'est-ce qui lui permettrait de se sentir bien? Donc, un bon résultat, un vœu que vous pourriez avoir, c'est un homme avec qui vivre? Ça pourrait, mais je pense que c'est pas la seule réponse. Et parfois, c'est le but du travail, c'est quelle serait la solution? Et de commencer à aider la personne à trouver quelle serait la solution pour elle, qu'est-ce qu'elle voudrait. Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est comment s'engager? Dans quoi? Dans tout. Dans la vie? Oui, dans la vie, dans la vie. Moi, je suis complètement dans la voyance. C'est-à-dire, je vois, j'ai des yeux, je m'en sers, je regarde. Exactement comme pour les constellations, je regarde ce qui se passe. Et effectivement, je vois un certain nombre de choses. Que les gens ne voient pas, simplement parce qu'ils les ignorent. Donc c'est difficile de voir quelque chose dont tu ne sais pas ce que c'est. Par contre, je ne fais pas de divination. Et la divination, pour moi, c'est de la prise de pouvoir sur les gens. C'est une façon de prendre du pouvoir. Ben oui, moi je peux deviner ce qui va leur arriver, donc je peux leur dire, et alors moi j'ai du pouvoir. Et ça pour moi c'est injuste. D'ailleurs, dans les religions, la divination c'est interdit. La voyance est devenue interdite, mais simplement parce que c'est utilisé comme divination. Mais voir, voilà, si nous regardons, le but c'est que peut-être j'y vois un peu plus clair. Oui, bien sûr, je suis extérieur, c'est beaucoup plus facile. Je peux voir, parce que je suis là, que tu es là-bas sur la chaise, donc je vois des choses que tu ne vois pas. Si tu avais une tache sur ton t-shirt, moi je la vois, toi tu la vois pas. Ah donc oui, je suis une bonne voyante, et je peux même, si je me colle au mur là-bas et toi au mur là-bas, je vois encore cette tache, que toi tu ne verrais pas. Donc oui, j'ai une bonne vision, avec une certaine distance, de près, de loin, et donc ça permet de regarder les choses différemment. D'ailleurs, une des réponses que me font assez souvent les gens, c'est qu'ils disent « j'avais pas vu ça comme ça ». Ben oui,
C'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Parce que je vois autrement. Ni mieux ni moins bien que différemment. Voilà. Donc je suis en train de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel est mon chemin. Alors les demandes fréquentes aussi, c'est est-ce que je dois divorcer ou pas? Est-ce que je dois faire ça? Là, vous me donnez beaucoup de pouvoir. Je dois vous dire ce que vous devez faire. Et vous allez faire ce que je vous dis. Et si ça ne marche pas, ou si ça ne vous convient pas, si vous êtes insatisfaite, vous allez venir vous plaindre. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'écrient « Oh non !» Non, bien sûr que non. Ben oui, peut-être, mais quand même. Qui serais-je, qui suis-je pour vous dire ce que vous avez à faire? Non, je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Par contre, nous pouvons regarder pourquoi vous en arrivez là ou qu'est-ce qui est difficile là maintenant. Si vous me demandez « Est-ce que je dois divorcer ?» Vous avez déjà pris la décision? Vous êtes déjà dans l'idée du divorce. Ah, mais peut-être qu'est-ce qui se passe? Soit qui vous empêche de mettre ça en action si c'est votre choix, soit qu'est-ce qui vous a amené là si c'est pas ça que vous vouliez. Des fois, des personnes viennent d'ailleurs avec cette idée qu'elles n'auraient rien besoin de me dire. Et là, à nouveau, ce serait me prendre pour un devin. C'est-à-dire, je ne suis pas devin. Un tirage de tarot, c'est interactif. C'est-à-dire que si je sens ou vois quelque chose, je le dis et je vérifie que ça fait du sens. Et la personne me dit si c'est juste ou pas pour elle, si c'est OK pour elle ou pas. Sinon, alors je dis un truc, je l'assène, voilà, c'est comme ça, je l'ai dit, puis la personne elle part avec, peut-être elle n'est pas contente, elle n'aura pas pu me le dire. Ça, c'est pas possible. C'est un travail à deux, je ne travaille pas toute seule, hein. Je travaille au service de quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui est là. Un peu d'aide. Ah, ben, Ça y est, quelque chose qui est tombé. Yeah. Le petit truc. Ça a déshabillé justement. Vous êtes habillé, ça a déshabillé le micro. Voilà, ça y est, c'est bon. Attendez, je vais l'enfoncer un peu. Incroyable, hein, les vases communicants. Voilà, hein. comme ça. Merci. Je pratique la thérapie depuis une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup de formations en sociologie clinique. Voilà, les outils qui tiennent compte de l'individu, de son histoire familiale, avec un cadre social. Choses qui ont été d'autant plus importantes pour moi que je suis née à Paris, que je suis algérienne et française, que je suis arabe et kabyle, et que les mélanges des cultures, les langues, les religions, les déplacements dans les pays, effectivement, je me suis rendu compte que c'était des choses qui avaient de l'importance en tant qu'individu, qu'ils avaient de l'importance dans l'histoire familiale et qui avaient tout un contexte social. Allez. Toutes les cartes contiennent quantité, je ne saurais pas dire laquelle, de signification et leur contraire. Si tu en prends deux, positionné comme ça, tu peux sentir ce que ça fait. Et c'est le positionnement des cartes, la question, ce que représente la carte par rapport à ma proposition de tirage. C'est la personne en face, parce que dans des soirées café tarot, parfois il y a des gens qui viennent ensemble et qui tirent quasiment les mêmes cartes. Elle pose une question qui n'a rien à voir, et ça voudrait dire qu'il faudrait que je leur fasse la même réponse, parce qu'elles ont tiré les mêmes cartes. Et ça, c'est pas possible. Et sans les retourner, vous choisissez une carte pour vous. Une pour votre vie personnelle. Une pour qu'est-ce qui vous empêche de la vivre. Vous me dites si ça résonne ou pas, hein. Si quelque chose ne va pas, vous me dites. Hein. Et une pour que faire? Pour la vivre, pour avoir une vie personnelle dont vous seriez satisfaite. Ah, il y a de la vie, il y a du monde, il y a de la musique, avec un petit peu de jugement sur la vie. Qu'est-ce que vous vous dites de la vie? À la fois qu'elle est belle, mais qu'elle passe à côté. Vous passez à côté? Oui, j'en profite pas assez.
j'en profite pas tout court. Alors c'est le jugement dernier. Vous êtes déjà morte alors si vous ne profitez pas de la vie. Ben, quelquefois, je me dis oui. Enfin, je me dis pas que je suis morte, mais je me dis que je passe à côté. Et oui, c'est comme la prise qui permet de faire circuler l'électricité. De réponse, moi, j'en ai pas. La personne, quand elle vient, elle a une réponse. Au moment où elle vient, c'est plutôt qu'elle est prête à l'entendre. Et il y a des fois où il y a quelque chose de curieux. J'ai une mémoire passoire. Et les gens me disent très souvent, vous avez une excellente mémoire. Et là, ça me fait toujours un peu sourire, parce que moi, je me dis le contraire. Mais quand la personne, elle est là, je me rebranche avec elle, et les choses me reviennent parce qu'elle en parle un peu, que les infos, elles sont là, et du coup, ah bah oui, ça me revient, ça me rappelle. Puis elle s'en va et j'oublie. Donc c'est bien connecté avec elle. Et des fois, quand quelqu'un que je ne connais pas, qui vient pour la première fois, je veux dire, c'est tout à fait naturel que les gens soient un peu méfiants, que bon, ben, je voudrais bien voir si ça fonctionne, si c'est bien ça, parce que c'est du temps, c'est de l'argent, donc voilà. Et donc ils demandent quelque chose, nous travaillons, et puis à un moment donné, je fais dire quelque chose ou je pose une question, et la personne, elle me dit quand même, c'est incroyable, c'est ce que j'étais en train de penser, ou comment vous le savez, ou... Oui, parce que je suis avec elle. Et je suis bien avec elle, voilà. Si je lis ce qui est écrit, eh ben oui, voilà, je suis bien là avec ça, donc l'information vient. Ok, par où voulez-vous commencer? On prend le début. Ça, c'est l'origine de la situation. Qu'est-ce qu'il y a avec votre mère? Où est-ce qu'elle vous a abandonné? Je n'ai pas le sentiment qu'elle m'a abandonnée. Ouais. Est-ce qu'elle a été abandonnée par la sienne? Sa mère est morte jeune. Enfin, elle avait 10 ans, sa mère est décédée. D'accord, voilà, ça c'est le... Et puis la semaine suivante, je déjeune avec une amie qui me dit, qui me raconte donc, que sa mère est allée voir quelqu'un qui faisait un travail un peu particulier de lecture physique, a priori. Et elle était revenue la tête à l'envers, m'a-t-elle dit. Je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ben, je ne sais pas. Elle n'a pas voulu me le dire. Donc j'ai appelé cette dame, je lui ai demandé les coordonnées de la personne qu'elle avait vue, elle m'a donné ses coordonnées, je suis allée la voir. Et effectivement, la première séance, elle m'a fait un descriptif de mon passé, enfin elle m'a dit des choses de mon passé. Bon, moi j'en avais pas particulièrement de mémoire, donc je ne pouvais pas dire ni oui ni non. Mes potentiels, ben voilà, si on t'annonce des potentiels, ma foi, pourquoi pas, hein, on ne peut pas faire de mal. Et puis elle me faisait le descriptif précis de ce que j'allais devenir si je ne faisais rien pour les petits soucis physiques que j'avais, qui n'étaient pas grand-chose, mais qui étaient des petits trucs comme ça. Et là, j'ai eu un flip important, parce qu'elle me faisait le descriptif de ma mère, or elle ne m'avait jamais vue, et ma mère encore moins. Et là, moi qui avais passé tant d'années à refuser d'être comme ma mère, là, j'avais pris une grande claque. Et donc j'ai commencé la thérapie comme ça. Imaginez, regardez votre mère dans les yeux. Et dites-lui, je suis comme toi. Je suis comme toi. Vous vivez la même vie que qui? Que ma mère. Que votre mère? Alors justement, j'avais l'impression que plus jeune, je n'étais pas dans la même dynamique qu'elle. J'ai Oui, l'impression au moment de partir, et puis aussi parce qu'à un moment donné, il y a un entrain à faire les choses en contradiction avec les parents. Mais c'est là que nous forgeons notre identité, que nous nous construisons. Donc nous faisons des choses par réaction, nous faisons des choses, voilà, nous avons envie de nous décoller de l'image. Et puis à un moment donné, ça nous rattrape. Puisque nous n'arrivons pas à ce que nous voulons en fait. Au bout de quelques mois, il m'est revenu une proposition que m'avait fait une collègue de travail qui m'avait dit qu'il y avait un monsieur qui tirait les tarots dans un café
Et elle m'avait dit ça 3 ans avant, et je lui avais dit bah oui, ça serait sympa d'y aller, c'était le mercredi soir. Elle habitait assez loin, et bon voilà, nous avions dit que nous irions et nous ne l'avons pas fait. Et au bout de quelques mois de travail avec cette femme, je me suis rappelé de cette histoire et je me suis dit je vais aller consulter ce monsieur. Pas moyen de retrouver le numéro de téléphone que m'avait donné ma collègue. Donc j'ai cherché à l'époque c'était sur le Minitel. J'ai cherché sur le Minitel, j'ai trouvé quelqu'un avec ce nom, je ne savais même pas quel était son prénom. J'ai appelé et le monsieur m'a répondu en disant que oui, il faisait des consultations de tarot dans un café. Il m'a donné l'adresse, le jour. Et 15 jours après, il n'était plus sur Internet. Il avait déménagé, enfin, il n'était plus sur le Minitel. Il avait déménagé et son numéro de téléphone n'apparaissait plus. Donc c'était vraiment le bon moment. Votre vie personnelle. Oui, votre vie personnelle est arrêtée. Oui, c'est Comme bien si quelque chose avait tourné en rond pendant un temps, et puis à un moment donné, voilà, ça s'arrête là. Parce qu'à force de faire ça, et puis de revenir là, et de revenir là, bah, il y a un moment où c'est épuisant. Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup, voilà, du coup, j'arrête là. Et en même temps, il y a une possibilité de faire bouger, effectivement. Et qui est orientée vers l'empêchement. C'est intéressant parce que l'empêchement à vivre votre vie personnelle, c'est le moyen de faire bouger votre vie personnelle. Pas vous. Mais du coup, c'est comme si la responsabilité, elle était ailleurs. Si le lien, c'est la mort de votre grand-mère trop tôt, alors effectivement, d'une certaine façon, ce n'est pas votre responsabilité. La solution, elle ne serait pas chez vous, si ce n'est que c'est à vous de faire bouger la manivelle malgré tout. Voyons voir, c'est quoi cet empêchement? Alors, je ne sais pas si c'est votre père ou si c'est ce grand-père. A priori, plutôt votre père. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vie de votre père? Je sais pas, mes parents sont divorcés. Vous aviez quel âge? 10-12 ans. 10 ans. Comme votre mère quand elle a perdu sa mère. Il y en a qui ne l'ont pas connu, il y en a qui l'ont perdu très tôt, il y en a qui ont été battus, il y en a qui ont largué femmes et enfants ou qui ont eu des doubles vies, il y en a... No solo eso, es decir, no hay que matar al padre, sino que hay que absorberlo, porque matar al padre es un delirio de Freud. Al padre hay que entrar en el padre y comprenderlo y absorberlo. A mi hija le dije, crece, y ella me dijo, disminuye. Eso es genial. Imaginez votre père, regardez-le dans les yeux. Si à un moment c'est trop ou s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous me dites. J'arrête si vous le souhaitez. Parfois, quelqu'un vient, demande quelque chose. Je vois, je peux donner un sens. Je vais le dire et ça reste quelque chose d'un peu lointain ou distant, comme s'il y avait un voile là entre nous deux. Je ne lève pas ce voile. Ça, c'est quelque chose que la personne, elle pose, et moi, la seule chose que je peux faire, c'est le respecter. Sinon, après, pour moi, c'est de l'intrusion psychique. Donc, au détriment de l'autre ou sans l'accord de l'autre. Des fois, je dis, est-ce que vous êtes prête à entendre? Est-ce que, dans la relation à votre père, est-ce que vous voulez en parler? Si la personne me dit non, pour moi, c'est OK. Regardez votre père dans les yeux et dites-lui, je suis fidèle. Ça me parle, enfin ça ne parle pas ça. Oui. Ça me parle vis-à-vis de ma mère. Vis-à-vis de votre mère, oui. Et c'est quoi qui vous parle vis-à-vis de votre père? En ce moment, je suis en train de me dire qu'inconsciemment, enfin inconsciemment, je ne sais rien, mais je reproduis en fait la même chose qu'elle. C'est-à-dire qu'elle est, après le départ de mon père, elle a élevé ses enfants, elle est restée seule. Oui. Et puis je fais pareil, quoi. Oui. Et votre père, il s'est remarié? Bon, il a une compagne, il s'est pas marié, mais enfin il a refait sa vie, puisqu'il a eu j'ai une demi-sœur. D'accord. Ouais. Votre grand-père, qu'est-ce qu'il a fait quand sa femme est morte? Il a élevé ses enfants tout seul. Et là, donc, vous pensez que c'est mon père ou mon père Pour vous, c'est votre père. Ouais. L'histoire, c'est la reproduction, et donc effectivement,
la même chose qu'elle a eue avec son père qui a occupé la place, ben oui, puisqu'il y a un parent qui meurt, donc l'autre il prend la place qui reste, c'est tout à fait légitime pour s'organiser. Il est devenu la mère de ses enfants. Oui. Et puisqu'il est resté à la maison, il s'en est occupé, donc ben oui, il est devenu maire. Et il y a quelque chose de similaire qui se passe, qui fait qu'à partir du moment où il y a un parent absent, vous n'avez plus le droit à ce parent-là. Et il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé avec votre père ou qui est plus difficile avec votre père. Je dirais il y a le lien de sang qui fait que je considère que c'est toujours mon père. Donc là, oui, je suis d'accord, je vais dire je suis fidèle. Et en même temps, je me dis que j'ai jamais eu de relation fille-père avec lui. Oui, Parce ma qu'il a question, toujours c'est- considéré ses enfants comme si c'était des copains ou des copines. Il Vous n'a êtes la jamais su copine- être père. Vous êtes la copine de votre père. Votre père, c'est votre copain. C'est l'homme de votre vie. Pourtant, Regardez-le, je veux dire, regardez-le, dites-lui, je t'ai cherché partout. Pourtant, non, je trouve que tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ah oui, oui, suis ça pas n'empêche pas. admirative. Non. Ça ne vous a pas empêché de chercher un père, celui que vous auriez voulu, non? Ah, en tant que symbolique de père. Ah bah oui. Ah bah, symbolique, Oui. pas seulement. C'est que la fille que vous étiez avait envie d'un père tel qu'elle en avait envie. Oui, mais bon, ça fait 40 ans maintenant, là, donc... Et alors? C'est quoi le rapport? Ben, je sais pas, faut que j'en sorte, quoi. Ah oui, ça, oui. Ça va pas me Il y en a qui les pourrir, prennent plus de 40 ans. Hein. Oui, Il y en a, ils meurent avec. Il y a de tout. C'est pas une question d'âge, c'est le fait de prendre conscience. Et de prendre une décision à un moment donné, effectivement, d'arrêter. Sinon, nous continuons, hein, c'est automatique. Hein. Nous avons appris ça petit et nous continuons. et en même temps, j'ai pas cette conscience de chercher un père. Non. Regardez votre père dans les yeux et dites-lui, je cherche un sens à ma vie. Il va me regarder en me disant, c'est quoi ton Ah non, mais problème je vous demande pas d'aller le lui dire. Hein. Oui, je m'en Là, doute, vous le regardez là tout de suite. J'imagine, et si je lui vous disais faites ça pour vous tranquillement. Hein. C'est bien sûr que lui vous regarderait en disant et dans une secte, ma fille, ça y est. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça que vous cherchez, c'est un sens à votre vie. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous ne savez pas quoi faire de vous. Et ça, c'est le père qui donne ça. Parce que le père, c'est notre lien au monde extérieur. Sinon, nous sommes enfermés à l'intérieur et rien ne peut aller s'exprimer dehors. Et encore, c'est bien, vous travaillez, vous avez quelque chose qui est satisfaisant. Donc, c'est plus une histoire de cœur. Et regardez encore votre père et dites-lui, je dois te quitter. Je dois te laisser définitivement. Ça, il va falloir que je me le répète, enfin que je lui dise souvent. Pour Je sais pas, dites-lui déjà là pour voir qu'est-ce que ça fait. Parce que vous vous préparez déjà à le répéter, c'est que c'est bon signe. Mais enfin, par acquis de conscience, j'aimerais mieux que vous lui dites maintenant pour voir si ça résonne ou pas. Je dirais qu'il y a un côté que je comprends, mais après, concrètement, je vois pas ce que... Enfin, quel comportement il faudrait que j'ai pour le faire. Vous lui avez dit là? Oui. J'ai pas entendu, c'est pour ça. Mais des fois, Je l'ai dit dans ma tête. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Vous n'entendez pas mes pensées? Non, si j'étais une Il faut boule que de je le dise à cristal, voix haute pour oui, que ça soit plus probant. pour que vous sentiez ce que ça fait. Mouliner dans votre tête, vous savez faire. Oui, Oui. c'est vrai. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Non. Non. Quand on le dit et que c'est entendu dans le monde, ça cesse de tourner dans la tête à vide. Sinon, c'est un vélo, là. Un vélo d'appartement. Et c'est mieux le vélo, enfin, de mon point de vue, c'est mieux le vélo quand il y a du paysage qui circule. Au moins, nous avançons. Donc, je suis fidèle. Je dois te quitter. Et du coup, vous appelez le troisième. Et te laisser définitivement. Je dois te quitter, oui, je dois te quitter définitivement. Te laisser définitivement. Et me placer du côté de ma mère. De me placer du côté de ma mère. Mais c'est ce que j'ai le sentiment de faire aujourd'hui. Parce que j'ai très peu de contact avec lui et je suis très très proche de ma mère. Oui.
Et ça, c'est justement, c'est là qu'est le paradoxe. C'est que celui qui est absent, nous avons l'impression de ne pas en avoir besoin. Un enfant, fille ou garçon, il naît chez sa mère. Il est 9 mois dans son ventre et un certain nombre de mois dans ses bras, ou en tout cas très proche d'elle. Ensuite, le fameux Oedipe, l'enfant va se tourner vers l'autre parent, l'un pour devenir comme lui en épousant sa mère, le fils, et la fille va épouser son père pour devenir comme sa mère. Le fils, il va rester sous l'influence de son père. C'est là qu'il va devenir un homme et s'identifier comme un homme. S'il retourne chez sa mère, c'est une source d'ennui. Ça peut être une difficulté. Quelle que soit la raison, des fois ça arrive parce que le père il meurt, parce qu'il est absent, parce qu'il s'en va et qu'il refait sa vie, peu importe. Il n'empêche, même si le père devient absent, physiquement, il doit continuer d'exister et il est le père de cet enfant et c'est là qu'est sa place. Et la fille, quand elle est sous l'influence de son père en étant amoureuse de lui, elle doit aussi laisser son père pour retourner chez sa mère parce qu'elle est une fille et qu'elle va se construire comme femme avec sa mère, du côté de sa mère. En lâchant son père, pas en y retournant comme une petite fille, mais en y allant pour grandir jusqu'à l'étape où elle va s'identifier à elle. Et parfois, il y a une cassure à un endroit ou à un autre. Et à 10 ans, la cassure avec le père, ça laisse dans une situation où il ne reste plus que la mère, et donc ça maintient en tant qu'enfant. L'accès au père, c'est ce qui permet d'aller vers l'adolescence, de grandir et de devenir adulte, pour revenir chez sa mère en tant que femme. Et là, il y a une cassure qui est avant l'accès au père. Et donc accéder au père, ensuite le laisser pour retourner chez sa mère. Ça, c'est l'étape encore d'après. Je suis allée consulter ce monsieur. Donc dans un café, je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde. C'était évident que je n'arriverais pas à passer. Donc le mercredi suivant, j'ai pris mon après-midi, je suis arrivée au café à 1h de l'après-midi, je suis restée là tout l'après-midi jusqu'à 19h. Et je suis passée la première. Et donc j'ai posé une question, je ne me rappelle absolument pas laquelle. Il m'a fait tirer 3 cartes, il m'a dit quelque chose, et là c'est comme s'il avait enfoncé un couteau dans une plaie qui était déjà béante. Et là je me suis dit, soit c'est écrit sur ma tête et il faut que je fasse quelque chose, soit il le voit dans les cartes et si lui il le fait, moi aussi je le ferai. Et donc j'ai commencé à y aller tous les mercredis et à suivre ses cours, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Donc c'est avec Alexandro Jodorowsky. J'ai travaillé avec lui 5 ans. Une année, j'ai organisé ses séminaires sur Paris. Et voilà, je me suis formée donc avec lui en tarot et en psychogénéalogie. Moi qui avais décidé de ma vie, choisi un certain nombre de choses où j'étais très déterminée, là, je m'étais rendu compte que j'avais juste obéi à l'histoire. Bon, là aussi, deuxième flip. J'ai pris une grande claque, c'était assez douloureux et ça a été salutaire. Ma première séance d'arbre généalogique, la première chose dont je me suis rendu compte, c'était que je n'avais rien choisi, je n'avais fait que ce qui avait déjà été fait. J'avais reproduit exactement la même chose et là où je croyais avoir été libre et avoir décidé, j'avais rien décidé du tout, rien. J'étais un peu verte. Le bureau où je travaillais, où beaucoup de gens passaient chez moi parce que c'était un service du personnel, il y avait aussi beaucoup de personnes qui venaient me voir pour résoudre des difficultés qui étaient d'ordre personnel. Et donc je les aidais à résoudre ça, comme je l'avais fait dans ma famille avant, dans mes groupes d'amis autour. J'ai organisé longtemps des week-ends en bateau, des week-ends à cheval, des sorties culturelles. J'ai fait ça, le sens de l'organisation, j'ai toujours eu, et mettre les gens en lien, j'ai toujours aimé. Et trouver des solutions, surtout, c'est vraiment quelque chose qui est un moteur. La fratrie dans laquelle j'ai vécu, j'étais l'aînée, et donc les grands s'occupent des petits, et j'étais la grande, et je me suis occupée des petits. Et donc après, c'est un apprentissage de faire, et c'est comme ça, quoi. C'est ni un choix, ni... pour un enfant, je pense qu'un enfant n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de s'occuper des autres. Et il suffit déjà qu'on s'occupe de lui, et ça lui va bien. Mais contraint et forcé, il le fait. Et puis après, ça devient quelque chose de naturel, hein, c'est presque un formatage. Je sais pas, j'ai l'impression que je manque pas d'énergie, mais elle n'est pas bien canalisée. Elle est mal utilisée. Oui, oui, de l'énergie, il y en a là. Voyons voir. Vous. Le tour qui s'écroule. On va faire un peu plus la fête, hein. C'est la fête.
Oui, il faudrait faire un peu plus la fête. Ah, à la maison Dieu. Ils font la fête. Ça s'appelle la joie de vivre. Ah ben oui, ça revient là. C'est à côté. Ben oui. À qui en avez-vous fait cadeau? Je sais pas. Jusqu'à quel âge vous rappelez-vous avoir été joyeuse? Quand est-ce que ça s'est arrêté? C'est jamais venu. C'est jamais venu? Même petite? Ben non, on n'a pas joué. Vous n'avez pas joué? Ah. Et si vous aviez joué, vous auriez joué à quoi? Je sais pas, quand j'ai des livres des enfants qui sont libres, qui courent dans les rues, ça me donne envie. Mais au démarrage, à 20 ans, quand vous allez courir le monde, que vous allez faire ce que vous avez envie, bah oui, ne serait-ce que d'être libéré des parents, ça donne de l'énergie aussi pour faire des choses. Sauf qu'à ce moment-là, est-ce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous voulons faire qui nous fait plaisir, réellement? Quand j'ai commencé la thérapie, au bout de... je sais pas, je pense même pas une année de travail de thérapie, surtout quand j'ai commencé de travailler avec Jodorowsky, quand j'ai travaillé avec le tarot et l'arbre, c'est arrêté un matin, je me suis réveillée, et assise sur mon lit, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Parfois nous avons l'impression que oui, et parfois nous avons obéi à un schéma. Et à un moment donné, nous nous en rendons compte, et c'est ça qui nous fait souffrir. Ou le fait de souffrir nous fait prendre conscience que nous obéissons à quelque chose. Voilà, ce dont vous avez pris conscience. J'ai quantité de conférences de Jodorowsky qui sont extrêmement intéressantes. J'en ai lu quelques-unes, à l'époque où j'étais en cours avec lui. Mais en fait, le plus intéressant, c'était le café tarot et le cours. Parce que c'était vivant, il y avait les gens qui étaient là, il y avait les tirages, il y avait... Au bout de 6 mois de cours avec lui, donc au café tarot, il passait une vingtaine de personnes tous les soirs. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un ami à qui j'avais proposé d'aller voir, mais bon, peut-être c'était quelqu'un d'autre, je ne sais plus. En tout cas, je me rappelle de la question. La personne a dit « Je suis phobique et je n'en peux plus parce que je ne peux même plus sortir de chez moi, quoi. Je ne peux plus rien affronter. » Et donc, quand j'allais au café tarot, je me mettais toujours, j'arrivais suffisamment tôt pour être toujours derrière la chaise du consultant, de façon à avoir Jodo, les cartes, et forcément je ne pouvais pas être de l'autre côté, donc j'étais du côté du consultant. Donc je ne voyais pas la personne, mais je sentais son énergie. Et donc Jodo lui a dit tire 3 cartes. Donc il a tiré 3 cartes, il les a retournées, et j'ai regardé les cartes, je sentais la personne qui était là, et je voyais Jodo, et donc à l'envers, puisqu'il était dans un sens et moi dans l'autre. Et je me suis dit, il devrait lui suggérer de faire une séance de PNL. Mais je suis sûre qu'il n'aime pas la PNL. Et Jodo lui dit, je n'aime pas la PNL, mais va faire une séance de PNL et ton problème sera résolu. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai compris. De toute façon, c'est un outil d'intuition. Dans les constellations, il y a aussi un travail d'intuition qui se fait. Ça en fait partie. Ça n'est pas que ça, mais il y a une partie d'intuition. Quelqu'un qui travaille que avec son mental, ça fait du travail qui... Bon, ça fait toujours quelque chose, c'est toujours utile, mais il y a quelque chose qui ne se dénoue pas parce que justement, la part d'intuition ou la part de perception est absente. Parce que ce n'est pas dans le mental que ça se passe dans ce cas-là, c'est le corps qui est la caisse de résonance. Oui, on n'a pas fait la dernière. Oui. C'était les moyens, ça, non? Ça, c'était ce qui m'en empêche. Mais que faire, hein. Ça, c'était les moyens de... Oui, c'est ça, guérir ça, que faire, C'est ça, c'est guérir la relation au père. Il y a quelque chose ici qui... C'est un peu comme si, en ayant un père absent, il y a quelque chose qui fait que vous avez été obligé de le remplacer pour vous-même. Oui, tout à fait. Oui, parce que justement, j'allais vous dire, mais j'ai pas l'impression que finalement ça m'en moquait, je me suis débrouillée toute seule. Oui, c'est ça qui est le problème maintenant. Parce que vous vous débrouillez bien toute seule, sauf que vous n'êtes pas satisfaite d'être toute seule. C'est pas ça que vous voulez. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Puisque vous êtes débrouillée toute seule, et donc il faut faire toute seule, oui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas. Et aujourd'hui, vous êtes prise à ce piège-là, qu'il faut faire toute seule, et en même temps, mais c'est pas ça que vous voulez. Parfois, je vais sentir le malaise physique de quelqu'un. Je vais poser la question, est-ce que vous avez mal au cœur? Est-ce que vous sentez la nausée? Et des fois, la personne, en fait, elle ne le sent pas. Donc moi, je le sens. Et quand je le lui dis, tout d'un coup, elle le sent. Et moi, je ne le sens plus. Et c'est juste la possibilité de se réapproprier quelque chose. Parfois, ça va être une émotion. Je me rappelle aussi au Café Tarot, une dame qui avait, je sais pas, 80 ans, je crois, quelque chose comme ça, en tout cas.
qui vient, une dame très grande, mince, bien physiquement, mais un peu raide. Et qui avait un souci avec un enfant avec qui il y avait une rupture. Et elle avait des petits-enfants, et donc elle ne voyait même plus ses petits-enfants, et tout ça lui faisait beaucoup de peine. Bon, je lui ai dit, nous pouvons regarder qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Vous dire si ça s'arrangera ou pas, je ne sais pas. Elle dit, j'ai fait une demande en justice et tout ça pour voir mes petits-enfants, voilà, mais maintenant, quand les petits-enfants sont grands, malgré tout, ils écoutent leurs parents, et du coup, à nouveau, ils sont qualifiés comme ayant eu tort, puisqu'ils ont fait une action en justice. Et ce qui sortait, je lui dis, cette séparation avec votre enfant, c'est la même séparation qu'une ancienne séparation. Comme si, je ne sais pas, si vous aviez perdu vos parents. Et elle me dit, non, mais avec mes parents, ça va, pas de problème. Ah. Mais je lui dis, c'était comment la vie avec vos parents? Ah non, mes parents, ils sont morts quand j'avais 4 ans, donc après, vous savez, il faut se tenir, hein, il faut être... Ah oui, je lui dis, c'est ça. Et je ne savais pas quoi faire ou comment faire pour lui faire sentir à quel point, oui, c'est triste pour un enfant de 4 ans de perdre ses parents. Donc j'ai juste posé mes mains comme ça sur la table et je lui ai demandé de poser ses mains sur les miennes. Je lui ai pris les mains et je l'ai regardé dans les yeux et moi-même, ça m'a fait pleurer. Je lui ai dit, mais c'est tellement triste de perdre ses parents à 4 ans. Je lui ai dit, mais c'est insupportable pour un enfant. Et là, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai donné quelque chose à faire. Elle est partie. J'ai pas eu de nouvelles, je ne sais absolument pas si ça lui a fait du bien ou pas, mais je suppose que oui. Parce que quelques temps plus tard, j'ai vu débarquer un monsieur très âgé, qui était son mari. Et donc il est venu et il a commencé en me disant je suis venu vous voir parce que je voulais voir qu'est-ce que vous aviez fait à ma femme. Et je ne sais pas, en tout cas, nous avons passé 1 heure. Il était content en partant, m'a-t-il dit, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc je ne sais pas. Des fois, je ne peux pas prédire ce qui va arriver. La seule chose, c'est que d'une certaine façon, je suis sûre que c'est ça. Et je vérifie, parce que je peux être sûre et que je me trompe, hein, et donc je vérifie si ça fait du sens pour la personne. Voilà, la personne, elle va s'approprier, et là, ça a été le cas. Je suis comme toi. Comment c'est? C'est vrai. C'est vrai? Pendant des années, je me suis identifiée à elle. Plus on me disait que je lui ressemblais, plus je trouvais ça bien. Et en fait, c'était la plus grande erreur. Elle était timide et effacée. Je me suis rendue timide et effacée. Je croyais que ça faisait bien. Vous savez ce qu'ils font les enfants quand ils s'amusent? Ils font quoi? Il faut marcher leur imaginaire, ils sautent, Oui. ils dansent, ils chantent. Ils sont insouciants. Alors des fois, juste d'avoir compris, c'est suffisant. Des fois, je demande aux personnes, imaginez votre père ou votre mère, regardez-le dans les yeux et dites-lui. Et je lui fais dire des choses. Et ça, c'est visible sur le visage de la personne, et la personne dit si ça fait sens ou pas, si c'est juste ou pas. Et ou parfois, ça peut être un acte symbolique à poser, ce que Jodorowsky appelait les actes psychomagiques, que Erickson appelait les tâches thérapeutiques. Donc voilà, d'avoir quelque chose à faire, c'est l'action de notre corps pour faire ou défaire quelque chose. Et ça peut être, le fait de comprendre ou de faire permet de dégager une émotion qui est là et qui est coincée. Alors, ce que je vous suggère, c'est vous achetez un petit carnet et tous les jours, dedans, vous écrivez à votre père. Et ça peut être des tas de choses différentes. Il y a des choses qui vont être des reproches. Il y a des reproches parce qu'il aurait dû faire ça, il n'a pas fait ça, il a été absent, tu ne me considères pas comme tel. Moi, je ne suis pas ta copine, je suis ta fille. Voilà, je ne sais pas. Hein, Tout ce qui vient, ouais. Et ça, vous l'écrivez en rouge. D'accord.
Vous écrivez aussi ce que vous auriez voulu, ce que vous étiez en droit d'attendre. J'aurais aimé que, j'ai tant espéré, si tu avais, voilà, toutes ces choses que vous auriez souhaitées. Et ça, vous les écrivez en vers. Vous écrivez ce que ça vous a fait quand il a été absent, quand il y a des choses qui vous ont manqué, quand il a cette attitude de copinage. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait à vous? La sensation interne, elle est différente pour chacun. Et ça, vous l'écrivez en bleu. Et également les conséquences dans votre vie. Ben voilà, je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal à savoir ce que je veux, je suis seule, j'ai pas d'enfant, voilà, ce qui pour vous est des conséquences. Et ça, vous les écrivez en noir. Je vais vous suggérer un truc complètement débile. Mais n'empêche, de toute façon, hein, qu'est-ce qui peut bien arriver? Moi, je connais ça sur la butte Montmartre, mais je ne sais pas, peut-être il y a d'autres magasins dans Paris qui vendent ça. On fait des chapeaux, peut-être. Mardi Gras. Ben, là, il n'est pas très. Vous savez, les chapeaux de fou, là, plusieurs couleurs avec des clochettes. Carnaval de Venise. Ah, peut-être, oui, avec des gros lots. Voilà. Vous savez, ce chapeau multicolore en morceaux avec des gros lots. Vous allez vous en acheter un. Ne me demandez pas d'aller sur les Champs-Élysées. D'aller quoi? Sur les Champs-Élysées. Pas seulement sur les Champs-Élysées. Tous les jours, une promenade dans Paris avec son chapeau et un paquet des cotillons, là. Vous savez, les petites boules de toutes les couleurs comme ça, là, qu'on utilise à Mardi Gras, à Noël, avec des petits sifflets, là. Mais seulement les petits cotillons. Tous les jours, un paquet de cotillons. 16 jours, comme ici. Tous les jours, une promenade dans Paris, au moins 1 heure, avec son paquet de cotillons, son chapeau sur la tête, et de temps en temps, elle croise quelqu'un, des enfants, et elle leur donne un petit peu de cotillon, une petite poignée. J'ai intérêt à traverser Paris avant de commencer. Je rencontre des voisins d'immeuble. Tout d'un coup, ils vont se dire, tiens, la petite dame devient joyeuse. Et vous savez quoi? Ça va tuer personne. Vous mourrez pas. Et peut-être même vous allez bien rigoler. Avant de rigoler, je vais peut-être pas m'amuser tant que ça. Je me rappelle une fois un monsieur qui était venu Café Tarot il y a très longtemps, qui était très mince, qui avait un peu mauvaise mine, en fait il était malade, et qui a demandé quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc j'ai demandé là aussi 3 cartes, bon c'est un tirage un peu classique et puis parfois un peu simple, et donc je lui ai dit quelque chose, je crois en lien avec son père et des histoires de structure. Et il me regarde et il me dit vous voyez ça dans les cartes? Bah, oui, peut-être que c'est pas ça, hein, c'est ok, hein, si c'est pas ça. Et il dit non, parce que ma psychanalyste m'a dit la même chose. Alors je lui ai dit, bah alors donc c'est bien ça. C'est une bonne confirmation, si je puis dire. C'est pas le but, mais bon, voilà, ça va bien dans le même sens. Et il me dit, bah oui, mais la psychanalyse, ça fait 3 ans que j'y suis, et là, ça fait 5 minutes que vous me voyez. Avec 3 cartes, et alors là, je lui dis, oui, bien sûr, mais c'est parce que vous avez fait 3 ans de psychanalyse que vous savez ça, que là, ça peut sortir de façon très claire, très nette. Oui, parce que vous êtes prêt à l'entendre, bah, vous l'avez déjà entendu. Et si jamais vous aviez un doute, voilà, bah, ça va dans le même sens, donc c'est bien ça qui est à travailler. Ah oui. Il est parti, il revient. Et puis il me dit, pourquoi vous faites ça gratuitement dans les cafés? Sur le coup, je n'ai pas su quoi lui répondre. Je lui dis parce que j'aime ça et que j'aime les gens. Il me dit, ah oui, ça se voit. Il est parti. La folie, ça fait partie de la vie. Un petit grain de folie, oh, ça fait du bien. Hein. J'ai une amie, en voiture, elle conduit, moi je suis assise à côté.
Au début, elle faisait ça. Donc on était au feu, et bien sûr il y a une voiture à côté, hein. Enfin, il y a quelqu'un dans la voiture de l'autre côté. Et alors elle me regarde, et après elle se retourne, elle regarde l'autre, et quand la personne ne regarde pas, elle lui fait... Et l'autre il sent bien qu'il y a quelque chose, il se retourne, elle redevient tout à fait normale. Et moi j'étais morte de rire. Et oui, mais finalement, vous savez, ça fait du bien aussi, hein. Il vaut mieux lancer des balles de cotillon que des balles de revolver. Un jour, j'ai une cliente qui me dit vous êtes terrible, vous êtes terrible. On ne peut rien vous dire, on ne peut rien écrire, vous avez toujours une réflexion à faire, vous avez toujours quelque chose. » Et j'ai senti la chaleur me monter au visage, et je lui ai dit ah oui. J'ai dit, vous savez, quand j'étais petite, j'étais terrible. Terrible. Ça me coûtait cher et on me le faisait bien payer. Et tant d'années de thérapie, tant d'investissements en temps et en argent pour finalement m'apercevoir que je suis toujours aussi terrible. Mais vous me payez pour ça et c'est à vous que ça coûte. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est bon. Et donc je n'ai rien changé de mon histoire que d'en faire un usage différent.